Mais pour ceux qui l'ont lu, là. mais non. Non, mais qui disent, qu'ils puissent en parler de cette. Parce que je pense que beaucoup ont été marqués, comme moi, par la zone et par la horde. Alors, moi, plus la horde que la zone. Mais ça, je sais qu'il y a deux écoles. Mais j'ai été véritablement bouleversé tout le long du livre. Non, ok. On va aller boire des coups. Mais... non, il n'y a pas de question, là, ou il n'y a pas... Une question sur le foot ouais. de ce côté-ci. Et la question, c'est est-ce que vous ne trouvez pas que les ralentis, les commentaires, la mise en perspective dans la petite boîte, ça rend le foot moins puissant? C'est-à-dire que si on avait la vitesse, on pourrait voir le sentiment. C'est-à-dire que si on pouvait entendre le son qui se passe sur le stade, et ben on comprendrait, je pense, que peut-être les gens qui n'aiment pas le foot, je pense pas seulement aux femmes, il y a aussi les hommes, ressentiraient la puissance du foot et ils se rendraient compte qu'avec le foot, et ben, on pourrait sortir de ce système. C'est-à-dire qu'on verrait la fulgurance, voilà, c'est ça. Non, mais c'est marrant, c'est intéressant parce que moi je pense que pour tous les sports c'est le problème. J'avais fait un délire, une extrapolation futuriste sur le foot dans une revue qui s'appelle Super Sub. Et je disais, je pense que tout changera le jour où on mettra soit des sortes de GoPro, mais sinon des caméras sur les rétines des joueurs, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est extraordinaire dans le foot, ça serait de voir comment, quand Messi fait un déboulé, si tu veux, entre 3 ou 4 joueurs, il fait 3 crochets en 5 secondes, de voir qu'est-ce que ça veut dire la gestion de l'espace d'un joueur sur le terrain, tu vois. Nous, on voit quoi? On voit le terrain du haut, puisque c'est filmé comme ça, on voit la disposition des joueurs, on voit les passes qui se font, donc on a une perception stratégique, un peu comme dans les yeux de stratégie, tu vois, où t'es là, tu regardes les troupes se déplacer, etc. Évidemment, le foot, c'est pas ça, tu vois, si tu as joué, tu sais que c'est pas ça, et surtout, tu peux pas ressentir la vitesse, la prise de décision, la rapidité de la prise de décision, le coup de génie de faire une passe au milieu de 14 joueurs, et de trouver celui que tu veux trouver, tu vois. Toutes ces choses-là, on les voit pas. C'est filmé comme des cons, enfin, tu vois. C'est filmé comme des cons. Et aujourd'hui, on aurait la technologie pour le faire. Peut-être que ça va venir, peut-être que quelqu'un aura l'intelligence de le faire. Mais je pense que ça révolutionnera complètement la perception qu'on a de cet art qu'est le football, tu vois. Et que les gens ne comprennent pas, ils voient juste des pions qui s'échangent un ballon, ils ont l'impression que c'est, je sais pas, une sorte de flipper où la balle passe d'un joueur à l'autre, quoi. Mais c'est infiniment plus complexe que ça, quoi. Et rien que la gestion des espaces, quoi, tu vois. Comment l'espace s'ouvre, se ferme, et comment les joueurs se déplacent pour ouvrir les espaces et permettre, tu vois, qu'à un moment donné, tu vas transpercer les défenses. Bon, toutes ces choses-là, on voit pas. Ouais, t'as raison, c'est nul. Enfin, moi, je trouve que... En plus, la réalisation est souvent assez nulle, hein. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'on passe ton temps à montrer les joueurs qui ont pris un coup, etc., ce qui n'a aucun intérêt, tu vois. C'est que de la simulation, en plus, on fout quasiment sur les foot. Ouais, non, t'as raison. Et là, ça montrerait la vie que tu vois pas, pour qui n'a pas joué au foot, tu peux pas avoir la vie du football telle que c'est filmé aujourd'hui. En tout cas, moi j'ai l'impression. Ouais, voilà, c'était ça la question. Ouais. Mais autrement, par rapport à Yann tu as Kounen, raison. il n'y a pas de suite avec la collab avec Yann Kounen sur la horde du Coco. Si, il va peut-être faire les furtifs. Ah oui, d'accord. Ah, le scoop. Non, j'ai raconté le sujet des furtifs il y a 10 ans, au moment où on travaillait sur la horde. Et il m'a dit, je vais le faire. Voilà. Donc peut-être qu'il le fera, j'en sais rien. Mais non, la horde c'est fini. En tout cas, c'est fini dans le cadre qu'on avait fait de film d'animation. La boîte a coulé entièrement, corps et bien. Elle a claqué 3 millions d'euros qui ont été perdus. On a dû racheter les droits avec mon éditeur, parce que les droits ont été mis aux enchères, les droits de la horde. Donc on les a à nouveau, et là, normalement, ça va redémarrer, mais soit en série télé, soit en série de films, avec des comédiens réels. Voilà. C'est ça qui va se passer. Et comme là, c'est la grande fête du slip des séries télé en ce moment, parce que Amazon s'y met, Apple Télé, Netflix, etc., toutes les grosses plateformes ont décidé de se battre sur ce marché-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la production de contenu série télé énorme pendant... Là, si vous voulez faire la série télé, c'est maintenant, parce qu'il va y avoir énormément d'argent injecté pour faire des séries. Donc chaque plateforme a sa propre identité, ses propres contenus exclusifs. Donc je pense qu'à ce moment-là, la horde va arriver au bon moment parce que tu peux pas faire la horde en un film, c'est évident. Donc ça sera genre Game of Thrones ou des séries de films à la Harry Potter. Yann Kounen, pour les sportifs, tu trouves que ça colle? Ah ouais, je pense, ouais. Parce qu'il y a une dimension spirituelle sur laquelle il aurait une sensibilité spécifique, ouais. Maintenant, c'est un défi de réalisateur. Hein. Parce que les êtres que tu vois pas,
et un livre qui est entièrement constitué sur la prévalence du son par rapport à l'image. Ouais. Non, c'est un défi, mais justement, je pense que c'est ça qui l'excite, c'est que c'est vraiment un défi. C'est un défi parce que tu n'es pas dans la visualisation, quoi, tu vois. T'as un personnage que tu vois jamais, le personnage principal, tu le vois jamais, tu vois. Donc, C'était la question que je voulais te poser. Oui, c'était la question que je voulais te poser, puisque les furtifs naissent du son. Et le son est vraiment tout le principe du roman. Il a beaucoup plus de forme que l'image, de force que l'image. Pardon de ça. Bah ça c'est ce que j'appelle les cœurs concepts de l'œuvre. C'est-à-dire que d'emblée j'ai posé sur le papier destitution de l'optique, c'était un des premiers mots que j'ai mis avec l'angle mort et leur lieu de vie. C'est-à-dire l'idée que, allez, on va sortir de la vision, on va sortir du panoptique, on va sortir des idéologies de la transparence, on va sortir de cette société qui veut tout voir partout, tout le temps, et qui nous projette des images en permanence. Faut vraiment être conscient que, voilà, si vous habitez Paris, vous avez 3000 contacts visuels par jour avec une publicité 3000, tu vois, t'imagines ce que ça fait. Et comme dit Deleuze, on fait de la production de visage, c'est-à-dire qu'on produit du visage, notamment du visage féminin. Là, je vous renvoie à ce texte extraordinaire du Tikkun, Premier matériau pour une théorie de la jeune fille, où il te montre que la jeune fille est la première de toutes les marchandises, c'est-à-dire celle qui fait vendre toutes les autres, quoi. Et ça, quand tu te balades dans la rue, que tu as ça en tête, tu te dis, bah ouais, tu vois que des visages féminins, jeunes, tu vois la jeune fille comme outil comme outil de suggestion et d'activation du désir d'achat. Donc quand tu vois ça, et que tu es dans une société qui produit du visage en permanence, qui produit de l'image en permanence, et qui te bourre des disques durs et des centrales atomiques de vidéos YouTube débiles, quand tu es dans ce monde-là, tu te dis, peut-être que la liberté, peut-être que l'émancipation, elle va passer par un autre sens. Et moi, je considère que le son, effectivement, l'audition, permet à chacun de se fabriquer ses images, de se créer son propre imaginaire. Il n'y a pas d'image qui vient faire écran à ton imaginaire, donc tu fais toi-même le travail, tu actives tes ressources imageantes en toi, et je trouve que c'est beaucoup plus libérant, émancipatoire. Et donc moi j'ai tendance à porter, ou en tout cas, j'aime beaucoup les fictions radiophoniques pour ça, j'ai tendance à considérer que s'il y a un sens plus révolutionnaire aujourd'hui entre le son et l'image, c'est plutôt du côté du son que la révolution ou l'évolution peut se mettre en place. Donc ça a été très conscient, très, très porté, et là bon, je martèle ce message, en tout cas je martèle cette vision, qui n'est pas une vision justement, qui est une audition tout le long du livre. Et je pense que c'est une spécificité vraiment des furtifs là-dessus. Et puis voilà, de dire, voilà, c'est des êtres qui ont un ADN sonore qui se crée à partir des vibrations fondamentales de l'air. C'est une ontologie du son, hein, comme la Orbe est une ontologie du vent, là, vraiment, c'est une ontologie du son. Et avec cette idée, en plus, pour moi, qui a vraiment une racine, c'est pas juste pour ça que je dis, des fois, j'aime bien quand même défendre la science-fiction par rapport à la fantasy. C'est pas de la magie, quoi. Tu vois, on n'est pas dans le merveilleux fantastique au sens le plus basique des trucs. C'est que quand même, quand tu as la théorie des cordes, et là, je vais vous faire un petit moment un peu hardcore, mais tu vois, quand tu dis, bon, ok, tu prends les Grecs, qui te disent la plus petite unité de la matière, c'est les atomes, c'est-à-dire des sphères comme ça, qui bougent, on ne sait pas pourquoi elles bougent, parce que pourtant elles sont fixes elles-mêmes. Puis après, tu descends un peu plus loin, tu dis, ouais, c'est les quarks en fait, tu vois, c'est des particules élémentaires qui constituent les électrons, les atomes, bon, ok, mais c'est encore des particules fixes comme ça. Et puis tu as la théorie des cordes, voilà. Et le gars, il vous dit, voilà, vous voyez, c'est un truc comme ça, c'est une espèce de petite corde circulaire, et cette corde est en vibration. Et c'est ça le premier élément fondamental, la première particule fondamentale de la matière. Et là, tu fais, toi, tu me plais, parce que... Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre le mouvement si le mouvement n'est pas premier, quoi, voilà. C'est-à-dire que si l'élément fondamental de la matière n'est pas en vibration, n'est pas en mouvement, tu ne comprends pas comment le mouvement peut exister dans le monde, dans le cosmos, tu vois, c'est un problème philosophique, quoi. Et donc, pour moi, forcément, oui, la théorie des cordes est plus proche, à mon avis, du réel. C'est que des fictions, hein, parce que le quark est une fiction, on n'a jamais prouvé qu'un quark existait. Comme on n'a jamais prouvé qu'une corde existait, en plus les cordes sont encore plus petites que les quarks. Donc tu te dis, bon, bah, c'est une fiction scientifique, qui a une qualité pour les équations, etc. Mais surtout, ça pose philosophiquement l'idée que voilà, la vibration est le premier état de la matière. Quoi, tu vois, avec la corde, c'est génial. En plus, la corde, quand tu es avec des guitares, etc., tu te dis, bon, voilà, la corde. Ça, c'est beau. Et donc, la corde qui vibre, c'est ça qui serait à l'origine. Donc, je suis revenu à ça, en fait. Hein, les furtifs, c'est ça. Donc, c'est pas si con, et c'est pas si merveilleux fantastique que ça. C'est de la SF aussi. Voilà, on revient à des souches de SF très fortes, quoi. Tu vois, c'est presque une défense et illustration de la théorie des cordes. Ça, je l'avais pas dit. D'autres questions voilà. C'est ça. C'est la théorie des cordes. C'est bon. Ok.
Là, on n'entend rien. Faut vraiment coller. Faut le coller. Voilà, colle, ouais. Du coup, moi, ma question, c'est sur en fait ta méthode de travail parce que en fait, tu commences à collectionner une belle ribambelle de formats en fait, de boulot. Enfin, tu as parlé tout à l'heure de création sonore, de jeux vidéo, de films, de sons, de recherche. À la Cité du Design, vous avez fait des nouvelles aussi en intégrant énormément à la Biennale du Design, pardon. Ouais. En intégrant énormément de recherche sonore comme ça. En fait, comment au final tu tries tout ça, tu en fais un livre tout en allant faire des conférences. En fait, comment tu organises cette pluralité de formats? En fait, c'est assez séquentiel au début. Quand si je te montrais les cahiers, j'ai trois cahiers sur les furtifs. Il y a un cahier qui commence par travail stylistique, et puis je mets des tirets sur tout ce que je dois travailler stylistiquement, tu vois. Ensuite, j'ai marqué travail politique, tu vois. Ensuite, travail philosophique, tu vois. Ensuite, travail sur le son. C'est-à-dire que j'avais découpé, je savais à peu près les grands thèmes, et je savais qu'il fallait que je creuse sur chacun des grands thèmes. Et en fait, je creuse à différents moments, j'essaie de respecter mon feeling, c'est-à-dire que je ne vais pas me dire, tiens, pendant 15 jours, je vais travailler sur le son. C'est plus les moments où j'ai envie, tu vois. Je respecte énormément le désir, le moment, parce que je trouve que la recherche, c'est ça, c'est qu'il faut que tu aies le désir de chercher sur le son ce jour-là pour que ça soit intéressant que tu le fasses. Et là, tu vas apprendre vraiment énormément si tu le fais le bon jour. Donc, j'avais plein de couches comme ça. Et par exemple, il y a des jours où je passais tout mon temps à relire les 100 et quelques pages sur les consonnes en français et à revoir les 36 formes d'expressivité de la consonne dans ce fameux bouquin là, qui est Dictionnaire de poétique et de rhétorique, qui est ma Bible à moi, et qui est un bouquin extraordinaire. Et je passais mon temps à faire ça, à résumer. Et à d'autres moments, j'ai travaillé effectivement sur le son. Donc je lisais des fois c'est des articles Wikipédia, des fois j'allais à une expo à la Cité des Sciences, et l'expo sur le son, je faisais toute l'expo sur le son, et je notais, tu vois. Donc parfois c'est très matiériste, parfois c'est des discussions avec les gens. C'est-à-dire que parfois tout d'un coup je vais faire chier un musicien une soirée, tu vois, et avec une question ultra précise, tu vois. Et le mec il se dit mais pourquoi il m'emmerde avec ça, tu vois. Et parce que tout d'un coup, à ce moment-là, j'ai besoin de savoir quelque chose de vraiment précis qui va m'aider à résoudre un problème. Donc j'accumule comme ça les couches et je les dépose dans le cahier. Voilà. Et les cahiers, c'est tout. Voilà. Les cahiers, c'est la clé de tout. La seule chose que j'ai une angoisse panique de perdre, c'est les cahiers. Voilà. J'ai quelques lettres comme ça que je ne voudrais pas perdre, mais le reste, ma maison peut brûler, la part peut brûler, j'en ai rien à foutre vraiment, je ne suis pas du tout matérialiste, tout ce que tu veux. Mais par contre, les cahiers, toutes les grandes idées sont dans le cahier. Toutes les furtifs sont dans le cahier. Il y a des moments où j'aurais aimé avoir une IA et puis de dire, voilà, je jette les cahiers de l'IA, je lui fais le roman, parce que tout ce qui est vraiment profondément précieux est dedans. Et moi, je ne suis pas un graphomane, je n'écris pas tous les jours, je ne note pas tous les jours, je note vraiment quand ça m'intéresse et quand je trouve que c'est vraiment précieux. Donc quand tu relis les cahiers, et je les ai relus sans arrêt tout le long du livre, j'étais toujours surpris de trouver une idée qui était incroyable. Je disais, mais c'est génial, mais comment j'ai pu avoir une idée aussi géniale, tu vois, c'est là, tu t'épates toi-même et tout, parce que l'idée, tu l'as eue il y a 8 ans, et qu'elle était complètement oubliée, et qu'elle est dans le cahier, tu vois. Donc je travaille comme ça par couche, voilà. Et en plus, c'était vraiment un roman multicouche. Hein. Les furtifs, c'est beaucoup de strates enlacées, donc c'était compliqué. Par exemple, j'avais la strate architecturale sur la ville, tu vois. Sur la ville, j'avais lu beaucoup de choses, sur l'architecture, sur les petits bâtiments, sur l'architecture, et donc j'avais noté plein de choses sur l'architecture. Et quand j'arrive sur la ville, je vais repiocher là-dedans pour aller... Donc c'est des articles, c'est des bouquins, j'avais acheté des bouquins, c'est un copain architecte qui je discute, tu vois. Donc tu vois, des fois c'est des choses très simples, quoi. Ce copain architecte que j'ai à Marseille, je lui dis, mais toi, quand tu te balades dans une ville, je lui dis, ça doit être crevant pour toi, parce que tu vois 1 milliard de choses que moi je vois pas, tu vois. Tu regardes un immeuble, tu vois si les balcons sont en retour, tu vois s'il y a des corniches, tu vois la structure des fenêtres, tu vois comment la lumière rentre, tu vois comment ont été faites les entrées, est-ce qu'il y a des pilotis, tu vois. Il voit 1 milliard de choses que moi je ne vois pas, tu vois. Et ça m'est arrivé de visiter Confluence avec lui. Et pareil, ça a duré 2 heures, mais voilà, le mec il te fait rentrer de sa perception, quoi. Et t'apprends à voir la ville autrement, tu vois. Et ces 2 heures-là, elle va enfin tu vois, il t'apprend à voir, tu vois, il t'apprend à percevoir la ville autrement. Enfin, plutôt tu la vois à travers son regard à lui d'architecte, qui voit des tas de trucs, il te montre les défauts de Confluence, il te montre les aberrations, il te montre les bonnes idées, il te montre le côté... Bon, tu vois, il m'a montré, je lui disais, mais c'est génial quand même, à côté de la Tarse, là, vous avez vu. Toi, je lui disais, t'as vu, c'est quand même super beau, ces apparts en porte-à-faux, un peu sur le truc. Il dit, mais ça, sociologiquement, c'est une pure horreur. Il dit, parce que ça veut dire que celui qui habite en haut,
piques la lumière de ceux qui sont un peu en dessous, quoi, tu vois. Donc c'est des choix politiques extrêmement forts de favoriser dans la même tour certains apparts par rapport à d'autres, quoi. Tu vois, c'est que tu crées des inégalités dans la tour elle-même. Et il dit, si l'inégalité est dans la tour elle-même, tu as de la chance que les rapports sociaux ils sont un peu pourris parce que tu as ceux qui ont l'appart en haut en porte-info et machin, et tu as ceux qui sont en dessous avec de la lumière de merde, tu vois. Et ça, moi, j'avais jamais vu ça. Moi, je regardais juste l'esthétique, je trouvais ça super beau, ce porte-info, je disais, ah, c'est classe et tout, tu vois. Et le gars, il te fait comprendre des choses que tu vois pas, tu vois. Donc parfois, c'est vraiment des rencontres aussi. Hein. Mais voilà, c'est dans les cahiers, c'est stocké dans les cahiers, tout est là. Voilà, c'est vraiment la clé. Après, sur les personnages, pareil, c'est fiche personnage, tout est stocké là. Par fiche, par personnage. Bonjour. Donc j'aurais deux questions pour vous. Tout d'abord, la référence que vous faites au Seigneur des Anneaux. Est-ce que ce serait un hommage ou c'était vraiment venu comme ça dans le... Non, c'est vraiment une blague. Moi, franchement, je fais pas de l'autoréférentiel ou des choses comme ça, je m'en fous en fait. C'est juste que voilà, j'aimais bien ce gimmick, un seul anneau pour le gouverner tous. C'est un très beau gimmick. Et comme j'avais des bagues, les gens portent des bagues. Et que ces bagues portent toute l'identité des personnes, et quand t'as pas de bague, bah, tu peux pas avoir accès aux différentes zones de la ville, et que ça t'emmerde quotidiennement parce que tu peux pas payer, tu peux pas... Et que, évidemment, comme la bague, ça devient un truc un peu classique dans cet univers-là, ils décident de passer à l'anneau, tu vois, c'est l'anneau qui te permet de te marier au technocapitalisme en quelque sorte, tu vois, c'est l'iPhone de cet univers, l'anneau, quoi. Donc je me suis dit, ouais, c'est ça, un seul anneau pour les gouverner tous, quoi. Donc ça tombait un peu, voilà. Puis ça me permettait de faire une blague en mise en abîme, parce que quand le personnage le dit, il lui dit, mais c'est quoi cette blague old school, tu vois, de rôliste du XXe siècle, tu vois. Et donc là, c'est vraiment une blague au lecteur, c'est une mise en abîme, mais c'est rigolo, voilà, ça marche. Et pour ma seconde question, c'est pour la communauté indonésienne. Est-ce que vous en êtes inspiré en allant à Bali? Ouais, tout à fait. Ou c'est en faisant des recherches, ça vous est venu comme ça? C'est les deux à la fois, tu vois, c'est l'idée que moi j'aime bien quand je voyage d'avoir à la fois une perception directe et immédiate et de se faire d'absorber ce que tu vois, et en même temps d'avoir des livres qui te permettent de comprendre des arrière-plans que tu peux pas voir parce que tu es occidental. Moi j'avais un très très bon truc en plus vieux, parce qu'il y a très peu de choses en fait sur Bali intéressantes qui ont été publiées. Et j'avais un bouquin qui datait de déjà 30 ans, et qui était extrêmement intéressant sur le système d'organisation sociale de Bali et la spiritualité, etc., tout ce qu'il y avait derrière. Et du coup, je couplais la lecture avec ce que je voyais en direct, et quand je suis revenu, le chapitre sur Bali, il écrit un mois après être revenu de Bali, et je m'appuie énormément sur ce que j'ai compris, vu... parce que je trouve qu'on ne se sert pas assez d'anthropologie, tu vois, on ne se sert pas assez... En SF, enfin, si, Ursula Le Guin l'a fait, etc., mais c'est extraordinaire comme source d'inspiration en anthropologie, parce que tu vois d'autres façons de vivre, d'autres façons d'être ensemble, d'autres façons de faire communauté, d'autres façons de construire une maison, parce que l'architecture balinaise, et notamment l'architecture du pavillon balinais, c'est un truc incroyable, c'est une complexité dingue, c'est magnifique, quoi. Moi j'adore, il y a un truc tout simple, mais je le mets dans le livre, c'est-à-dire qu'il mesure, donc il y a différents pavillons, et il mesure la distance entre chaque pavillon. La mesure déjà est prise sur généralement le doyen, enfin tu vois, sur le pied par exemple du doyen, donc c'est des mesures humaines, et surtout il rajoute une mesure, quoi, tu vois. Et cette mesure, c'est là que l'espace, c'est là en tout cas que le mouvement passe, c'est là que le carrefour passe, c'est là que les cycles peuvent passer. C'est-à-dire qu'il génère une espèce de jeu dans la mesure pour que ça respire, pour que le bâtiment respire, etc. Et nous, c'est tellement à l'opposé de ce qu'on fait aussi, ici à 37 cm, c'est 37 cm, et puis basta, tu vois. Là, non, t'as 30 cm, puis tu rajoutes une mesure pour que ça respire, tu vois. Et ça, tu fais, waouh, ouais, il y a un truc là. Ouais. Donc ça m'a, bon, j'ai adoré ce voyage, et puis j'ai adoré le faire avec ma famille en plus. Et donc ça, oui, ça, là c'est inspiration directe. Je suis revenu, j'ai écrit ça. D'autres? Il y en a qui trichent avec 2 questions. Non mais t'as le droit. Après, si l'autre veut, ça reviendra après. Ok, moi la question du coup c'est sur l'anthropologie. Parce que moi je fais de l'anthropologie et rien qu'avec le boulot qu'il fait Lorca dans le livre, et en plus avec vos inspirations de Baptiste Morizot, parce que ça peut être un philosophe, il se base aussi énormément sur l'anthropo, ouais, vachement. Ouais. Et on peut se demander aussi, dans notre monde d'aujourd'hui, quelle place l'anthropologue peut avoir comme justement un médiateur entre les mondes et entre les manières d'appréhender le monde justement qui sont si différentes et qui peuvent poser problème. Et voilà. Non, t'as complètement raison. Mais moi, je pense que c'est un métier magnifique. Voilà, c'est un métier magnifique qui a un sens très fort aujourd'hui, au sens où... Moi, j'ai envie de dire, voilà, c'est l'anthropotechnique qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire comment l'être humain a été impacté par l'émergence de la technologie.
et comment en vivant dans le technococon, en vivant avec un interfaçage constant avec la techno, comment ça modifie les rapports humains, comment ça modifie la façon dont l'humain vit ensemble, comment ça modifie le rapport à toi, le rapport aux autres, tu vois, tout ce... Donc vraiment, je trouve que si tu poses vraiment, si tu mets le focus comme ça, anthropologique, sur ce rapport à la techno, il y a vraiment des choses à dire qui sont extrêmement fortes et qui nous permettent de faire communiquer, de faire comprendre comment on peut évoluer plus tard. Et surtout, quelles sont les pistes positives pour sortir de cette boucle, quoi, tu vois, de cette espèce d'égo trip du technococon dans lequel on est piégé, on est dans le lave-linge, moi je dis dans le lave-linge de l'égo trip, tu vois, c'est vraiment, tu tournes en rond ta machine à laver, avec tes technos, avec tes réseaux sociaux, avec ton rapport virtuel au monde, avec tes outils qui sont là et qui interfacent constamment ce rapport. Donc, ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est une super discipline. Ça, c'est une discipline que j'aurais aimé faire si j'avais été pas gouré, là, mais j'ai le choix quand même. C'était qui d'autre? Peut-être faire son micro, non? T'as une grosse voix, vas-y. Ouais. Alors, oui, je m'écarte un peu du livre, mais est-ce que, mes questions sont en partie, mais est-ce que tu as une production un peu journalière ou quotidienne à propos de la lutte? Enfin, tu vois, moi j'ai découvert des bouquins cet hiver, je les ai lus assez rapidement parce que je suis plongé dedans. La zone du dehors, je trouvais que c'était un formidable outil même pour parler de lutte sociale et d'émancipation et faire venir les gens aussi à la sociologie ou des choses comme ça. Enfin, je trouve que c'est une formidable outil de démocratisation. La Horde, ça m'a emmené vraiment ailleurs. Et je trouve que dans les luttes sociales qui sont très intenses en ce moment, après je n'ai pas lu ton dernier, donc peut-être que c'est une contribution très forte, je n'en sais rien. Mais moi j'ai l'impression, dans les luttes sociales, on manque d'un poète. Comme il y a eu par exemple le sous-commandant Marcos dans la lutte zapatiste, qui au quotidien mettait en mots la lutte, qui au quotidien ouvrait des portes, qui au quotidien faisait rêver, donnait du courage, qui faisait des petits contes, et en même temps, parce que là on n'est que face, on a énormément de techniciens, on a des brancos, on a des lordons, Lordon c'est un peu un poète, quelque part, mais bon, ouais, technicien, on a, tu vois, et on n'a plus de poètes dans la lutte qui rassemblent, qui peuvent simplifier, qui peuvent ouvrir, qui peuvent guider. Et peut-être pas la confiance de la ouais, parce que le guide dans la lutte, c'est toujours un peu... Bah oui, en tant que guide, tu vois, parce que même les zapatistes ont tué Marcos, enfin ils ont enterré Marcos en 2005, alors que c'était Galeano qui était mort. Ils ont dit, Marcos devient Galeano, et Galeano, on enterre le sous-commandant Marcos parce qu'en fait on vous a créé une fiction pendant 20 ans. La lutte avait besoin pour se faire connaître à travers le monde. Et en plus, il disait que le monde n'était pas prêt à cette époque à comprendre qu'on avait une lutte qui n'avait pas de leader, donc on a créé un personnage de leader pour, voilà, pour transmettre, pour communiquer et pour avoir quelque chose, une image auquel les gens pouvaient se rapprocher. Et j'ai l'impression qu'il nous manque ça. Même, moi, je suis un peu au milieu des gilets jaunes, tout ça, et puis il y a un peu des espèces de pseudo-leaders qui émergent, mais qui n'ont pas de pensée poétique. Enfin, voilà. Et en fait, je te pose la question. Si tu as un peu de temps, est-ce que tu pourrais pas nous écrire des trucs régulièrement? Non, mais je suis vraiment d'accord avec toi en plus sur cet aspect-là, parce que je crois qu'il se passe quelque chose avec la poésie ou la capacité d'avoir je pense à René Char, tu vois, qui est pour moi une idole absolue. Enfin, c'est quelqu'un capable de mener concrètement une résistance en Provence avec des groupes armés, en plein nazisme, avec tous les risques qu'il a pris, tout en écrivant Fureur et Mystère, quoi, tu vois. Et quand tu lis Fureur et Mystère, tu vois le niveau de ce qu'il écrit dans Fureur et Mystère qui est extraordinaire. C'est extrêmement beau, c'est de la poésie en même temps extrêmement concrète, et qu'en même temps, il fait ce qu'il fait, quoi, tu vois, et avec des choix éthiques d'ailleurs extrêmement costauds à faire, où il faut accepter que quelqu'un meure pour sauver tout le groupe, etc. Enfin, il y a des choix qui pourraient faire des films d'ailleurs extraordinaires, mais sauf que c'est pas les films, c'est vraiment ce qu'il a vécu. Et après, tu as plein d'exemples, oui, tu peux prendre Aimé Césaire, tu peux prendre Marcos, que j'adorais aussi. Bon, pourquoi c'est aussi important ces figures-là pour moi? Parce que c'est justement pas des figures de guide ou de gourou ou de chef politique, c'est des figures d'ouverture. C'est-à-dire que
ils brisent quelque chose, ils ouvrent une brèche, ils ouvrent une faille, et à partir de cette faille, ils font entrer du possible, quoi, tu vois. Pour moi, ils donnent du possible au réel, voilà. Et ce qu'on manque, c'est des gens capables de donner du possible au réel, tu vois. Et le problème de la militance, on le sait tous, enfin, je veux dire, on se cogne la tête contre les murs en permanence, on se tape les flics, tu vois, on est dans des enjeux extrêmement fermés, sur lesquels le pouvoir nous ferme, et sur lesquels le pouvoir a cette force de nous attrister, puisque c'est ce que dit Spinoza est tellement bien, en disant les pouvoirs ont une seule faculté, une seule grande force, c'est celle de nous attrister, parce que si on est triste, eh ben on se bat plus, si on est triste, on obéit, si on est triste, on s'autodétruit, et on déprime, et on prend des médocs, et on n'est plus capable de renverser le pouvoir, on n'est plus capable de proposer autre chose. Donc la tristesse est consubstantielle à l'activité du pouvoir, quoi. Et ils sont extrêmement doués pour nous rendre tristes, hein, et Macron en premier. Voilà, donc ils rendent tristes par la terreur, ils rendent tristes par le marketing de la peur, tu vois, ils ont un marketing de la peur extraordinaire. Il faut voir, par exemple, juste sur la forme de manifestation, à quel point ils ont réussi à faire peur à tout le monde, tu vois, en tirant dans les têtes, en gazant tout le monde, en lassant tout le monde, évidemment en rendant public ça, en créant des tensions très fortes, en disant attention, vous allez voir, ça va être le massacre. Et ils arrivent effectivement à nous attrister. Bon. Donc par rapport à ça, bah, effectivement, des figures poétiques, des figures romanesques, etc., ont cette faculté à donner du possible, à ouvrir. Et parfois aussi l'humour, tu vois, je pense que ça manque profondément d'humour, on manque profondément d'un Coluche, par exemple, une figure comme Coluche. Elle manque à un point extraordinaire, c'est-à-dire qu'une figure humoristique, politique, tu vois, qui est capable, parce que l'humour c'est ça, c'est que tu ouvres pareil du possible, tout d'un coup tu fais bifurquer, tu fais délirer, tu fais sortir des sillons les choses, et ça ouvre quelque chose d'extrêmement beau. On a des gens très sérieux, on a des gens qui se prétendent des gourous, on a des gens qui veulent prendre le pouvoir, on a tout ce qu'on veut, mais on manque de poètes, on manque d'artistes, on manque de gens qui sont... voilà. Alors, c'est compliqué, parce que c'est des rôles compliqués à faire, et puis il faut du talent, et puis voilà, Mais je trouve que t'en as un certain. Ouais, mais moi j'ai un talent, t'as vu, j'ai fait des articles dans lundi matin, j'essaye de suivre les luttes, j'ai fait des articles sur les procès, j'ai fait des moments en essayant justement sur ces procès de sortir de la logique purement militante et de montrer ce qui se passe à travers un procès, que Deleuze rentre dans la salle, et que tu vois, et qu'il y a des ouvertures partout, et essayer de faire respirer, de faire entrer de l'air là-dedans, mais c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Moi, j'ai souvent le problème avec ma propre femme, qui est une vraie grosse militante concrète de terrain, etc., qui parfois se prend le mur dans la gueule, et en a marre de se prendre le mur, quoi, tu vois, et elle voit pas comment s'en sortir, elle a des coups de déprime, vraiment, quoi, tu vois. Et moi, je suis là, éthéré, à dire, mais non, mais c'est génial, tu vas voir, on va s'en sortir, ça. Et je me rends bien compte que ça suffit pas, parce que voilà, tu vois, quand tu mets là, elle est un 23e jour de grève avec des femmes de chambre à Marseille, sur un hôtel qui, comme la plupart des hôtels, exploitent les femmes de chambre, et respectent même pas le droit alimentaire, tu vois, elle est là depuis 23 jours, depuis qu'elle grève, tous les matins, bon, et que ça bouge pas, et qu'ils perdent des procès, et que machin, tu vois, voilà, oui, effectivement, et quoi. Donc moi, je sais pas, j'ai pas, évidemment, j'aimerais bien pouvoir te dire, mais oui, tu vois, je vais être seul. Moi, je pense qu'il faut que les artistes se mobilisent plus, quoi, et notamment les artistes qui ont la chance de vivre de leur art, ce qui est mon cas aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'on a une responsabilité politique très forte, en tout cas, pour essayer de porter des combats, pour essayer de les relayer, pour essayer effectivement d'insérer des dimensions de fiction, d'affectif dedans. Et puis l'autre chose très simple, mais qu'on ne dit pas assez, c'est que la plupart des tracts militants, la plupart des livres militants sont fondés sur un seul axe, qui est la rationalité militante, qui est le fait qu'on véhicule des idées, qu'on véhicule des concepts, qu'on véhicule une analyse scientifique de la réalité. Tu vois, je prends le Comité Invisible que j'adore Julien Coupa, j'adore Mathieu Burnet, j'adore ce qu'ils font. Il y a des très beaux textes chez eux. Le souci, c'est qu'à un moment donné, une fois que tu as décrypté aussi bien qu'ils le font, le capitalisme cognitif, le capitalisme ultime, le capitalisme sous toutes ses formes, hein, parce qu'il est extraordinaire, dans sa capacité métamorphique, justement, le capitalisme, eh ben, il n'y a pas d'ouverture poétique, il n'y a pas de possibilité d'avenir désirable. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une écriture qui est une écriture conceptuelle. C'est pas une écriture affective, c'est pas une écriture sensitive, c'est pas une écriture sensorielle, bien que, je trouve, dans les derniers, on sente monter des fils poétiques à certains moments. Donc ça véhicule très peu d'affect. Et tu peux pas changer les gens, tu peux pas leur donner envie de transformer le monde, tu peux pas leur donner envie de se battre si à un moment donné, les affects sont pas touchés, tu vois. Si à un moment donné, ce qui est la sensualité en toi n'est pas activé, tu vois. Si à un moment donné, ton mode de perception du monde n'est pas activé. Moi, je me rends compte que les gens qui me changent, qui me transforment, qui me font évoluer, c'est les gens qui me font percevoir le monde différemment, tu vois. L'histoire d'architecte, je vous disais, avec qui je me balade à Confluence, Baptiste Morisot, quand il fait remonter la rivière du Japon dans le Verdon, et ben, il me fait voir le monde différemment. Et après, je pense différemment, je ressens différemment, j'ai d'autres émotions, parce que
il a modifié ma perception, tu vois. Et ce champ de perception, moi j'essaye dans mes bouquins, c'est vraiment le truc sur lequel je m'attelle, j'essaye de modifier, ou en tout cas d'amener des champs de perception différents qui font que si tu perçois différent, alors tu vas commencer à changer. Si on te dit, putain Alain, quand tu prends l'avion pour aller à Bali avec ta putain de famille, tu balances 250 kilos de CO2, tu vois, et il faut pas le faire, je suis désolé, ça me parle pas, quoi, tu vois. Je comprends pas ce que ça veut dire, tu vois. Je comprends pas ce que ça veut dire, ça me touche pas. Pourtant, rationnellement, je comprends qu'effectivement, je suis pas en train d'améliorer la planète en faisant ça, tu vois. Tu vois, pourquoi? Parce que c'est un langage scientifique, c'est, tu vois. Donc, il faut jouer sur la perception. Et ceux qui sont capables de jouer sur la perception, c'est les artistes. Voilà, c'est leur art. Nous, on joue sur la perception. Voilà. On est capable de modifier vos perceptions. Un peintre est capable de modifier, tu vois, c'est ce fameux texte d'Antonin Artaud sur Van Gogh extraordinaire, avec le Roland Deleuze, c'est de dire, une fois que tu as vu un tournesol de Van Gogh, tu ne peux plus voir un tournesol de la même façon, quoi. Parce que tu vois la puissance germinative du tournesol telle que tu l'as jamais vue. Moi, j'ai passé du temps sur le furtif à Saint-Rémy-de-Provence, tu vois, et à côté, il y avait l'asile où Van Gogh a fait 153 tableaux en 53 semaines. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Tu vas visiter le truc, etc. Et tout le long, tu as un chemin comme ça où tu as des toiles de Van Gogh et tu as des petits extraits des lettres de Van Gogh à Théo, à son frère. Et notamment, il y a le cyprès. Moi, c'est toujours un truc qui m'a frappé, le cyprès. Les cyprès, on en a partout à Marseille, on en a partout dans le sud. Et quand tu regardes les cyprès de Van Gogh, tu vois une flamme végétale, tu vois un arbre qui brûle, quoi. Tu vois, mais qui brûle par la puissance de germination, la puissance de poussée du... Et tu lis et tu regardes, et grâce à Van Gogh, je ne peux plus voir un cyprès de la même façon. Il m'a appris à voir un cyprès, il m'a appris à montrer la puissance vitale qu'il y a dans un cyprès, tu vois. Et qu'en fait, c'est un feu, un cyprès, tu vois. Et ben ça, voilà, il y a que des artistes qui regardent de faire ça. Et Van Gogh, il nous a appris à voir certaines choses. Voilà, il nous a appris à voir le jaune qu'on ne voyait pas avant. Il nous a fait entrer dans la couleur, justement, tu vois. On reprend les titres, ouais. Donc voilà, mais après, faire ça, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement compliqué, tu vois. Moi, dans mes livres, il y a encore beaucoup de couches rationnelles, conceptuelles, et elles sont importantes, tu vois. Mais j'essaye, tu vois, par exemple, sur Tishka, dans ce bouquin, je pense que pour moi, s'il y a une valeur à ce livre, il est que tout d'un coup, j'ai ouvert le langage par ce personnage. J'ai ouvert le langage. J'ai montré que le langage pourrait être ouvert, et j'ai porté quelque chose. J'ai créé une ouverture, j'ai créé un trou dans le mur, voilà. Et ça, moi, je referme, et je me dis, au moins, j'ai réussi ça, voilà, tu vois. Donc après, oui, articuler au politique, oui, bien sûr, on espère. Moi, j'essaie, on fait des mantras, on fait plein de trucs, voilà, mais Rien que on fait ce qu'on peut, après. Rien que les furtifs, pour assurer monsieur qui ne l'a pas encore lu, il est très politique, mais il est... Enfin, les luttes, on a envie d'être avec eux. On voit ça aussi, presque on en discutait tout à l'heure, c'est presque une grande fête où on a envie d'être avec eux, et c'est nos amis, quoi. Et même si ça reste dangereux, même si ça reste violent, voilà, moi je trouve que les furtifs c'est aussi un apport à la lutte, même si tu n'écris pas tous les jours là-dessus, etc. Vous pouvez distribuer les furtifs dans les manifs, il n'y a pas de souci. Non, et puis pour finir là-dessus, c'est que il y a un rôle vraiment d'empuissantement. Il faut empuissanter les gens, vraiment. C'est-à-dire que empuissanter les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire leur donner les armes et les envies et les désirs de faire autre chose que ce dans quoi ils sont, tu vois. Or, la plupart des tracts, la plupart de ce qu'on fait, malheureusement, est impuissantant, tu vois. C'est-à-dire qu'on te montre à quel point le pouvoir va te détruire, tu vois. Par exemple, tu vas faire un tract sur la réforme Blanquer. Bah, tu vas montrer tout ce que ça va détruire, notamment la liberté pédagogique, tu vois, la liberté pédagogique des profs de français qui ont le droit de choisir leurs œuvres. C'est fini, ça. On va te reposer 4 œuvres, voilà, maintenant, dans l'année. Ça sera... Bon, c'est des trucs d'une aberration absolue, quoi. C'est-à-dire, s'il y a une matière de liberté, c'est le français et la philo, quoi, tu vois. Et dans ces matières-là, on va te réduire les œuvres que tu peux faire, tu vois. Mais comment le transmettre? Tu peux dire, attention, alarme, tu lèves les trucs, tu fais des manifs, faut se battre comme ça. Donc tu montres l'horreur, tu vois, tu montres la dystopie de ce monde où tu fais tout le monde. En plus, les éditeurs, ils sont contents parce qu'ils vont sortir à bloc, ils vont tirer à 100 000 exemplaires, les bouquins qui vont être les choix de l'année. Bon. Donc c'est un truc commercial aussi, tu vois. Mais au lieu de me dire ça, il faut montrer qu'est-ce que c'est une classe où la prof, elle a le droit de choisir son œuvre et qu'est-ce que ça produit sur les élèves, tu vois. Il faut montrer ce que c'est que cette beauté-là de choisir son œuvre. Et de pousser là-dessus, tu vois. Et ça, c'est empuissantant. Si tu te dis, tu vas plus pouvoir choisir ton œuvre, ça t'impuissante, je suis désolé, tu vois. Et on a tendance à montrer et à utiliser la logique de la peur. Nous aussi, on markete la peur, tu vois. Et si tu prends en écologie la théorie de l'effondrement, je suis désolé, même si j'adore Pablo Servigne, même si j'adore ce qu'ils font, etc., c'est en train de devenir le truc, on vous fait peur, tu vois. On génère des affects apocalyptiques en disant tout va s'effondrer, tout va s'effondrer, pour, en espérant que ce ressort de la peur vous fasse réagir et que tout d'un coup vous arrêtez de faire n'importe quoi.
Mais c'est pas ça le truc. Le truc, c'est ce que fait Morisot, c'est-à-dire qu'il te donne le goût de qu'est-ce que c'est que découvrir comment un loup vit. Qu'est-ce que c'est qu'un hurlement d'un loup. Il t'explique le hurlement d'un loup, mais il y a un texte là-dessus, mais c'est extraordinaire. Comment ça rameute, tu vois, comment la meute se retrouve par des hurlements, etc. C'est génial. Et il te redonne le goût du tissage avec le vivant. Et si tu as le goût du tissage avec le vivant, naturellement, tu vas faire les bons actes, les bonnes actions écologiquement. Mais si on te dit que tout va s'effondrer, et si tu te bouges pas, tout va s'effondrer, ben moi je trouve pas ça en puissantant. Voilà, après c'est peut-être moi qui suis un con, un nanar, tout ce que tu veux, mais ça m'aide pas à réagir. Ouais. Et on a tendance à faire comme le pouvoir, on nous fait peur. Tu sais, tout le marketing, enfin, toutes les élections sont fondées sur la peur. Hein. Ils gagnent avec la peur, hein, tu vois, c'est la peur du migrant, la peur de la récession économique, tu vois, c'est le levier d'action fondamentale de tout marketing politique quand même. Hein. Je dis comme ça pour dire qu'il n'y aura plus que 2 questions. Comme ça, je peux faire une frustration. C'était la Bible là. Moi, j'avais une question en fait, en néophyte de votre œuvre. En fait, c'était sur la question de la puissance de vie que vous évoquiez avec Deleuze. Quel était votre rapport à la chute? C'est-à-dire que dans mon parcours, j'ai eu vraiment un phénomène Deleuze, un événement le rencontrant. Mais je dirais que Huberman m'a autant aidé sur la question de l'affect et de tout ce qui chutait, ou la question des larmes. Il a un livre qui s'appelle d'ailleurs Peuple en larmes, Peuple en larmes. Ou Bachung, le pétrole, pour moi, c'est la même chose. Et du coup, la question que je me posais, voilà, comment vous vous situez par rapport à ça? À la question de non pas de l'effondrement, mais du rapport entre puissance de vie et chute, peut-être dans la création. Et chute. Et chute, puissance de vie et chute. C'est la question où t'es mal, tu sais. Non, j'en sais rien, j'ai pas de rapport à la chute, enfin c'est pas quelque chose qui me parle ou me touche, quoi. Ça évoque rien pour moi, voilà. La chute, ça évoque rien, ouais. Je sais pas du tout, je peux pas te répondre, j'en sais rien. Ça me parle pas, voilà, c'est un terme qui me parle pas du tout. Ouais. Alors une dernière, un programme. On a gagné une question là. Il y avait une question là, une question là-bas en même temps tout à l'heure. Ouais, super ça. Et on peut peut-être poser les deux, puisqu'ils ont levé la main en même temps tout à l'heure, on dit que c'est les deux dernières. Voilà. Et puis après vous, monsieur, et puis après on arrête. Alors moi, ma question, elle était plus par rapport à la parole. Non. Ah ouais, pardon. Pas de souci. C'était par rapport à votre rapport avec le slam, parce que l'oralité du langage déjà dans la Horde était extrêmement présente et encore plus développée dans les furtifs. Du coup, je voulais savoir un peu quel était votre rapport avec cette performance et ce vivant de la langue. Bah, c'est une évidence, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire que un des plus beaux modes d'expressivité et de sensorialité du langage, c'est de parler, tu vois. Enfin, c'est de slammer en l'occurrence, c'est-à-dire que tu as à la fois la dimension rythmique et tu as le... Parce que les gens ne sentent pas forcément, mais juste le plaisir d'articuler les sons, tu vois, quand tu les dis. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je sens à chaque moment, quand je parle, je sens la colonne d'air qui monte, je sens la glotte fonctionner, je sens le palais qui... Voilà, dans lequel le son rebondit, prend sa caisse de résonance, la langue... Voilà, je vous parle, la langue, elle agit, les dents, les lèvres. Je suis en train de sculpter des masses d'air, là, tu vois, des vortex qui sortent et qui vont jusqu'à vos tympans. Donc je fais de la sculpture en temps réel, tu vois, et tu le sens quand tu parles, quand tu chantes, quand tu slames, tu sens cette puissance qui sort de toi, et c'est génial parce que c'est quelque chose d'extrêmement léger, c'est juste de l'air, quoi, tu vois, mais de l'air que tu mets en vibration. Et ça, c'est magique. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose qui continue à m'épater chaque jour. Je ne comprends même pas que vous me compreniez, parce que je fais des sculptures d'air, je vous envoie comme ça, et pourtant vous comprenez, vous m'en envoyez d'autres, et on s'échange des sculptures d'air. Et ça, c'est extraordinaire, tu vois, c'est un truc qui est trop beau, quoi, tu vois, c'est vraiment trop beau. Donc le slam, par rapport à ça, c'est l'évidence, tu vois. Moi, j'en ai fait quelques-uns avec Anne Péchin. Alors, après, la définition du slam, chacun la met où elle veut, mais pour moi, voilà, de toute façon, c'est une écriture, c'est un phrasé rythmique et jouant énormément sur les sonnances, énormément sur la faculté qu'a le langage à créer des itérations, des ritournelles, des rebonds, des systèmes d'écho. Et ça produit, après, sur ceux qui l'écoutent, cette vibration sur le tympan, et ça te met en mouvement, tu vois, ça te met en mouvement. Donc moi j'adore, je suis un peu comme Mallarmé, moi j'adore ce truc-là, et Mallarmé disait que la musique était un cas particulier de la littérature. Ce qui est quand même fou, c'est-à-dire qu'il considérait que la première musique c'était le langage, et que finalement ce que la musique avait fait derrière était une sorte de sous-catégorie du langage, quoi. Ce qui est quand même fou, hein, de dire ça.
Mais chez lui c'est vrai par contre, mais pas chez beaucoup. Et j'aime bien, moi ce qui me fascine dans le slam, c'est que j'ai l'impression qu'avec juste ta voix, sans aucune technologie, sans rien du tout, tu produis quelque chose d'extrêmement puissant. Voilà. Et ce plaisir d'avoir juste ta capacité unique de parler qui produit tout ça, rien que ça, moi je trouve ça magique. Voilà. Donc moi j'essaie d'y aller progressivement, tranquillement. J'ai un rêve, je me dis si vraiment un jour j'ai un courage énorme, et j'adorerais faire ça, parce que je trouve que ça c'est du vrai caracol, c'est de participer à Rap Contender, je sais pas si tu connais Rap Contender. C'est-à-dire c'est un combat d'insultes en fait entre rappeurs. Mais des insultes, mais alors mais d'une violence, d'une crivellerie, d'une sexualité, c'est énorme, atroce, mais magnifique quand même, vraiment magnifique. Et c'est des combats donc jusqu'à arriver au vainqueur. Mais ça, je trouve ça génial, parce qu'il y a une capacité et d'improvisation, et en même temps, bon, ils apprennent évidemment les textes et tout, mais comment déstabiliser les autres avec cette vertu de l'insulte. Voilà. Et l'insulte, c'est quand même dans le langage quelque chose de tellement expressif, tellement puissant, tellement beau en même temps, que j'adore Rap Contenders et j'adore regarder. Je suis épaté comme un gamin parce qu'ils sont capables de sortir. Donc ça, regarder Rap Contenders, c'est quand même extraordinaire. Voilà, donc si un jour j'ai vraiment le courage, et j'ai une mémoire de poisson rouge, donc ça va être compliqué pour moi d'y aller et de passer un tour, mais ouais, si un jour j'ai vraiment le courage, j'irai. Voilà. J'ai une petite question sur la honte du contrôlement. J'ai cru voir une adaptation pour un jeu de plateau, un jeu de société, un jeu de plateau. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus là-dessus, si c'est vous qui avez participé? Si vous avez l'initiative de ça ou... Pas du tout, là je crois que le seul apte à en parler c'est mon éditeur, là, s'il veut bien en parler. Oui, il y a un jeu de plateau en cours, mais je ne sais pas du tout. J'ai rencontré une fois les gens, mais je n'ai rien compris à ce qu'ils voulaient faire. Donc, Bah tiens, si tu veux en parler peut-être, non? C'est du bruit avec un ventilateur. Ouais, c'est ça. C'est avec un sèche-cheveux et puis des figurines. Ah, tu exagères. Ça pourrait être super intéressant. Je ne vais pas dire grand-chose. Ce sont des joueurs qui ont eux-mêmes créé le concept, à savoir que, bon, depuis il y a d'autres jeux qui sont arrivés là-dessus, qui sont que le concept c'est tout le monde doit, enfin la horde doit gagner en fait. Il n'y a pas un gagnant. Après, on les a aidés, on a cherché, on a signé un contrat avec une boîte de jeux qui n'a pas fait, et on est en train de signer, je ne les ai pas rappelés depuis 2 mois, avec une autre boîte. Voilà, c'est vraiment, je parle vraiment de jeux de plateau. Voilà, vous êtes bien avancé avec ça. La suite de la BD, elle arrive? Octobre. BD tome 2, octobre. Voilà. Il a fini, il m'a envoyé le PDF.